Les faits relatés dans cette vidéo sont à retrouver dans le livre Allah, la patrie et les ancêtres, édité par Dunia Congo Media et dont le lien figure en description. L'État indépendant du Congo exproprie et exploite la population congolaise, saigne ses richesses, son caoutchouc, son huile de palme, tue, mutile, terrorise, dans des proportions plus sanglantes encore que les crimes commis sous le règne des Arabo-Swahili. Au Maniema et sur les anciens territoires arabes, les fils, les filles, les frères et les sœurs de ceux qui régnaient autrefois sont parqués par quartiers et groupements par l'administration coloniale. Les arabisés, comme les Belges appellent ces autochtones convertis à l'islam, et tous fidèles musulmans de cette partie du pays vont désormais subir la persécution du Congo belge. Les Pères Blancs, des missionnaires d'Afrique qui peinent à évangéliser le Maniema, vont œuvrer à y faire disparaître toute trace et tout héritage islamique. Ils font face à une population musulmane structurée autour de ces mosquées et écoles coraniques, bien plus spirituelles que les Arabo-Swahili, dont on dit de la défaite qu'elle fut un châtiment divin pour avoir convoité les richesses de ce monde. Les Pères Blancs apprennent le Kiswahili et font traduire des exemplaires de la Bible qu'ils diffusent au sein des populations autochtones. Pour faciliter la tâche des missionnaires et des colons, les administrations coloniales des pays swahiliphones standardisent l'écriture du swahili et transforment son alphabet arabe en alphabet latin. De nombreux musulmans ripostent en envoyant leurs enfants dans les écoles coraniques de l'actuelle Tanzanie. Ils formeront à leur retour une élite religieuse et sociale à l'est du Congo. À cette période, vers 1920, à l'autre bout du pays, Léopoldville, l'arrivée massive de commerçants venus d'Afrique occidentale française va constituer une deuxième phase de l'implantation de l'islam au Congo. Des Soninké, Bambara, Peul, Wolof viennent s'ajouter aux communautés africaines composant la force publique, avec principalement des Haoussa ou des Yoruba du Nigeria, mises à la disposition de Léopold II par l'Empire britannique. En 1926, la mosquée centrale d'Issoké est construite. Multiculturelle, elle est sous l'influence majoritaire de Nigérians anglophones. Les francophones, originaires de la Guinée, du Mali et du Sénégal, ainsi que les autochtones congolais, rachètent un terrain de la compagnie industrielle et de transport au Stanley Pool, la CITAS. Située à Barumbu, la mosquée CITAS est aujourd'hui l'une des plus anciennes de Kinshasa. Commerçants hors pair, couturiers, artisans, les Ouest-Africains semblent réussir dans toutes leurs entreprises à Léopoldville. Les Congolais s'habituent à leurs coutumes, leur sens des affaires et affectionnent leur bonne humeur permanente. Surnommés les Ndingari ou encore les Wara, ils s'organisent en communautés reproduisant leur mode de vie d'origine. Leur influence dans la capitale est telle qu'ils s'attirent les bonnes grâces de l'administration coloniale. Chez les Soninké, par exemple, la communauté est dirigée par le marabout, un leader religieux et social pris comme référent par les autorités. Mamadou Diakso Tandjigora est ainsi considéré comme le premier juge islamique de Léopoldville. Les Ouest-Africains suivent le rite malikite qui comporte de légères différences avec le rite chaféite importé par les Arabo-Swahili à l'est du pays.
Leur appétit commercial, surtout celui des Soninké, les pousse à se répartir sur toute l'étendue du Congo belge. Dans le même temps, l'Église va continuer à influencer les administrateurs coloniaux dans leur politique hostile aux musulmans du Maniema. De retour de l'étranger, une vague de prédicateurs et d'imams insuffle un nouvel élan spirituel au Maniema jusqu'à revendiquer des droits politiques. Face à ce qu'ils considèrent comme une menace, Monseigneur Victor Rollins, vicaire apostolique et évêque du Haut-Congo, demande au ministère des colonies de réagir fermement. Pour freiner ce mouvement qu'elle juge contraire à sa mission civilisatrice, la Belgique prend une série de mesures répressives contre les musulmans. L'interdiction de territoire pour les musulmans étrangers, la déportation des leaders musulmans hors du Maniema, qui entraîne en 1936 la mort des imams Akida Kangala et Amissi bin Youssouf. Au-delà de l'école primaire, les enfants musulmans sont contraints de se faire baptiser et d'abandonner l'islam et ses rites pour intégrer les écoles missionnaires. Ceux qui refusent de se convertir demeurent dans des structures islamiques non reconnues par l'État et sont ainsi au banc de la société. Les célébrations religieuses, le port de vêtements islamiques comme le kanzu ou l'emploi de la langue arabe sont perçus par les colons comme des outils politiques. C'est dans ce contexte qu'émerge au début des années 50 le nouveau visage des musulmans de Stanleyville. Sabiti bin Saïd est le représentant des Bangwana. Lettré et considéré comme un évolué par les Belges, c'est un descendant de Saïd bin Sabiti, un chef arabo-swahili qui s'était allié à l'État indépendant du Congo lors des campagnes arabes. Grâce à son influence, il oblige les colons à desserrer leur étau sur l'ensemble des musulmans de l'Est du Congo et organise des cercles de rencontres islamiques ouverts aux prédicateurs étrangers qui viennent instaurer ou renforcer la présence de tendances nouvelles dans le pays. Dans les années 40, avec l'immigration indo-pakistanaise, deux nouvelles tendances apparaissent au Congo. La Jamaat Tabligh, une confrérie de missionnaires musulmans, et la confrérie Ahmadiyya, une secte contestée qui va s'étendre sur tout le territoire. Dans les années 50, l'immigration libanaise va faire exister l'islam chiite au Congo. Importé de manière minoritaire par les commerçants perses du temps des arabo-swahili, le chiisme se développe désormais grâce aux prédicateurs libanais et iraniens. Peu avant l'indépendance, ça sera l'essor des prédicateurs venus du Golfe, qui se feront appeler les Tawahidi, en référence à leur insistance sur le Tawhid dans leurs sermons, notion centrale de l'unicité d'Allah en islam. Ces derniers, que l'on nommera par la suite les Salafis, entreront en opposition avec la totalité des tendances de l'islam présentes au Congo avant eux. Membre du mouvement national congolais de Patrice Lumumba à Stanleyville, Sabiti ne parvient pas à imposer les thèmes chers aux musulmans de l'Est du Congo au sein du parti indépendantiste. Fractionné en plusieurs courants, mis à l'écart des organisations politiques et exclu du système éducatif, la communauté musulmane sort de la colonisation blessée et profondément humiliée.